imaginé par Binge Audio. Je choisis de photographier la guerre parce que tout est extrême dans ces cas-là. Donc il y a de l'extrêmement mauvais, mais il y a aussi de l'extrêmement beau. Et souvent, les photos qui sont publiées quand on est parti sur une zone de conflit sont évidemment celles qui montrent les horreurs de la guerre et rarement les moments d'humanité. La guerre, elle peut même être, c'est Patrick Chauvel qui dit ça, un révélateur d'humanité, et je suis assez d'accord. Dans cet épisode, nous allons parler d'humanité, l'humanité de ceux qui risquent leur vie pour raconter celle des autres. Et être humain, c'est aussi savoir se tromper, échouer, se planter. Être là et ne rien ramener. Parfois, les photographes ratent des photos. Ils fument une cigarette et loupent leur connexion d'avion, se cassent la figure, se gourent de décalage horaire, perdent leur film. Ce sont leurs anti-exploits, les anecdotes dont on n'est pas toujours fier, mais que l'on raconte quand on sait rire de soi-même. Ces photos qu'ils n'ont pas faites sont autant de petites défaites qui nous plongent au cœur de leur métier et révèlent ce qu'il y a d'humain, d'ironique, parfois d'absurde, même dans le plus tragique des décors. Alors, je m'appelle William Daniels, je suis photographe depuis presque une vingtaine d'années maintenant. Alors moi, le moment qu'il fallait surtout pas rater et que j'ai raté, c'était la révolution kirghize de 2010, la révolution populaire de 2010. Ça faisait 3 ans que je travaillais sur ce pays. J'avais déjà fait 5 voyages, je crois. Et tout le travail que je faisais était de raconter que la révolution des tulipes qui est précédente, qui était en 2005, était finalement pas vraiment une révolution, mais plus une espèce de coup d'État maquillé en révolution populaire et que ça avait été un petit peu fantasmé par l'Occident comme une révolution démocratique. Et donc tout ce travail que je fais pendant plusieurs années, c'est de dire que finalement une autre révolution, cette fois un petit peu plus réelle, est en train de se fabriquer. Et ça fait 1 an qu'on en parle, ça fait 1 an que ça va sûrement arriver, et c'est pas arrivé. Et au moment où ça éclate vraiment, je suis pas là, je suis au Mali, en train de faire un sujet sur des écoles de foot. Et je découvre par hasard, en rentrant dans un restaurant où il y a France 24, que c'est la révolution à Bishkek, au Kyrgyzstan. Des pillages favorisés par une ambiance de légère anarchie, la police et les militaires ont quitté la capitale. Plus de contrôle, plus de limites, le palais présidentiel en flammes est tombé aux mains des insurgés. Je me dis mince, il faut absolument que j'y sois, qu'est-ce que je fous là ? Je suis complètement à l'autre bout de la planète. Donc je suis très frustré et je finis vite fait mon sujet et je prends l'avion dès le lendemain matin. Je crois que je suis même pas repassé chez moi, je prends directement un avion pour aller au Kyrgyzstan et à cette époque-là, il faut passer par Istanbul. Et le compteur tourne parce que je sais que c'est une révolution qui va se passer très vite. Celle de 2005 s'est passée en 2 jours. Là, ça ressemble aussi à un scénario assez similaire. On sait qu'il y a déjà des morts. On sait que le président a déjà fui en hélicoptère dans le sud du pays, son fief. Donc je suis assez excité et en même temps un peu frustré de me dire que c'est vraiment dommage que je rate ça alors que je restais vraiment alerte. J'étais prêt. C'était le sujet sur lequel je travaillais qui était plus important pour moi depuis quasiment 3 ans. Et en arrivant à Istanbul, je sais pas pourquoi, il y a une connexion assez petite, genre juste 3/4 d'heure, et sûrement pris par l'excitation, je sais pas quoi, j'ai besoin de fumer une clope. C'est un peu très con, mais je vais fumer une clope. Sauf que je me souviens pas bien que dans cet aéroport qui est très long, la salle pour aller fumer une clope, elle est complètement à l'autre bout de l'aéroport et surtout complètement diamétralement opposée à la porte où je dois prendre cet avion pour Bishkek. Mais je me dis, il n'y a aucun problème, je vais me fumer une petite clope tranquille. Et je fume cette cigarette. Et quand j'arrive devant la porte pour prendre mon avion, il ferme devant moi la porte, alors qu'il restait encore peut-être 20 minutes. Quoi. Donc j'ai raté l'épilogue de 3 ans de travail à cause d'une cigarette. Et voilà, j'ai maudit cette cigarette pendant très longtemps. D'ailleurs, j'ai arrêté de fumer quelques jours après ça. Patrick Robert, je suis reporter photographe depuis 40 ans. Je fais principalement de l'actualité, en France, à l'étranger, beaucoup à l'étranger. Pendant la révolution roumaine, en 89, juste à la chute de Ceausescu, quand on a su que Ceausescu était tombé, on a loué un avion, un jet, avec 2 autres rédactions. Et on est arrivé donc en pleine nuit à Bucarest. Et tout de suite, on était un groupe de photographes, on était 6 ou 7 photographes. Et donc, on s'est partagé le terrain, en fait. Et moi, je suis parti dans le quartier de la télévision. On savait qu'il se passait beaucoup de choses à la télévision, parce que la télévision, c'est toujours un bastion de communication. On savait que la télévision était aux mains des insurgés.
Donc, je descends en cours de route pour aller à la télévision et mes confrères continuent vers la place où il y avait les grandes manifestations avec les chars, etc. Il se passe des choses incroyables, des tirs, on voyait des gens tomber. J'ai vu un garçon à côté de moi qui m'a dit « Est-ce que je peux t'aider ?» Je lui dis « Non, merci ». Je me rappelle, il a mis son bras autour de mon cou, ce qui m'embarrassait, qui me gênait. Donc je lui ai dit gentiment que j'avais pas besoin de lui. Il est resté à côté de moi. Et puis au bout de 1 ou 2 minutes, j'ai senti qu'il s'est couché par terre. Et donc j'ai pas fait trop attention parce que moi je faisais des photos, il se passait plein de choses. Et quand je l'ai regardé à nouveau, en fait, il avait un trou entre les 2 yeux sur le front, avec une trace de balle, et avec un simple filet de sang. Et il me regardait comme ça fixement, il était par terre, il me regardait donc en haut, fixement, et il était en train de me parler, mais il n'y avait aucun son qui sortait de sa bouche. Et il avait cette trace de balle comme ça. Et d'autres étudiants sont venus, ils l'ont emporté, et voilà, je l'ai plus revu. Pendant ce temps-là, dans la nuit, un des journalistes, Jean-Louis Calderon, a été écrasé par un char. La plupart des journalistes qui étaient autour de lui, donc mes confrères qui étaient avec moi dans l'avion, se sont occupés de lui, de l'évacuer, etc. Donc ils n'ont pas travaillé beaucoup. Finalement, moi j'avais fait 23 films de mémoire, et la plupart des autres photographes avaient fait 2-3 rouleaux, pas plus. Donc il y avait dans l'avion avec nous un jeune photographe, stagiaire. On lui a dit « Tu vas rentrer à Paris avec nos films ». Donc on lui a préparé le paquet avec nos pellicules par photographe, etc. Et on l'a amené à la gare, on lui a dit « Tu vois, là il y a un train pour Sofia, en Bulgarie, et depuis Sofia tu prendras un avion sur Paris ». On lui avait tout préparé. Et 2 heures après, ce photographe est revenu à l'hôtel en disant « Je me suis fait voler le paquet ». Donc on a perdu nos films, on les a jamais revus. C'était vraiment incroyable les photos que j'ai faites. Et donc on n'a jamais retrouvé, qui sont perdus à jamais. Je m'appelle Paolo Woods et la photo que j'ai ratée, c'est la photo de Bin Laden. En tout cas, la photo de la maison de Bin Laden à Kandahar en 1999. J'ai commencé à être photographe de reportages de guerre et je me suis fait arrêter par les talibans à Herat et on m'a mis en résidence surveillée, mais aucun pays voulait de moi à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas de relation diplomatique avec l'Afghanistan. Et dans l'espèce de hôtel, maison avec des chambres où j'étais, en résidence surveillée, il y avait un groupe de trafiquants de voitures, des Afghans, qui faisaient un trafic de voitures entre le Japon et le Pakistan, en passant par l'Iran et l'Afghanistan. On devient très copains, on joue à échecs pendant les longues journées et me propose d'aller voir Osama Bin Laden qui avait pris résidence à Kandahar, dans le sud du pays, et qui était l'hôte des talibans. Et donc, c'était une tradition d'aller voir la maison et parfois, on était reçus par Osama. Et moi, j'ai pensé que c'était une bonne occasion de faire une photo. Donc, je suis allé avec eux dans un convoi de voitures, de ces voitures qui étaient trafiquées. Et je tombe terriblement malade dans le voyage, au point que j'arrive pas à tenir debout. Et je suis porté dans une espèce de clinique d'urgence à Kandahar, et jamais j'ai pris la photo ni de la maison, ni de Osama Bin Laden lui-même. Je m'appelle Pascal Maître. Évidemment, je suis professionnel, je rate pas les photos. Non, je rigole. Alors, lorsque j'étais jeune photographe, j'ai eu la chance et l'honneur de rentrer au staff de l'agence Gamma en 83. Donc, à l'époque, on n'était pas très nombreux. Et j'étais de permanence le week-end. Donc, on était un peu comme les pompiers, on attendait et pof, on partait s'il y avait quelque chose à couvrir. Et ce jour-là, il y avait la visite du roi Hussein de Jordanie à l'Élysée. C'était Mitterrand, le président. Il y avait 2 photographes en poule, c'est-à-dire ce sont ces photographes-là qui vont faire les photos, qui ont accès et qui vont distribuer à tous les journaux et à toutes les autres agences. Donc il y avait un photographe de l'AFP qui faisait le noir et blanc et moi j'étais censé faire la couleur. Donc
D'un moment, on nous fait rentrer dans la pièce où Mitterrand parle avec le roi Hussein. Et là, rien à faire. Mon flash ne s'est jamais déclenché. J'ai essayé, Je n'ai fait aucune photo. Les gens du service de sécurité m'ont sorti parce que j'espérais toujours. Et donc, je suis revenu sans photographie. Je suis allé voir le directeur de l'agence qui était Monsieur Monteux à l'époque. Et je dis, voilà ce qui m'arrivait tout. Et je me suis dit en moi-même, je venais d'arriver, je vais être viré, quoi. Et il m'a dit, il y avait le photographe de l'AFP. Je dis, oui. Bon, il y aura que des photos noires et blancs. C'est tout. Allez, sors du bureau. Et je n'ai pas été viré, j'y suis resté 5 ans. Et je dois dire que lors de notre conversation où vous m'avez parlé de ce projet, la nuit même, j'ai rêvé que j'étais en reportage et que j'avais perdu ou oublié mon matériel photo. Donc évidemment, les photos étaient ratées. Je m'appelle Laurence Gey, je suis photojournaliste depuis 8 ans. En 2015, le flot de réfugiés qui arrivent notamment de Syrie et d'Afghanistan, qui veulent se rendre en Europe suite au décès du petit Elan, la photo qui avait fait le tour du monde sur une côte turque. Donc là, il y a un flot de réfugiés, il y a à Lesbos, c'est une petite île qui est dans la mer Égée, et il y a à ce moment-là, vu qu'il fait beau, peut-être 100 bateaux par jour. Bon là, ce jour-là, il fait pas beau. Il y a un bateau qui arrive sur la côte, donc c'est des galets. Je m'y rends, mais je rate l'arrivée. Et puis je vois au loin un autre bateau qui arrive. Donc en fait, il y a des gens qui sont là pour aider les réfugiés à sortir du bateau, qu'ils les prennent, qu'ils attrapent les enfants, qu'ils les aident. Il y a beaucoup de gens. Et il y a un autre bateau qui arrive, donc je cours comme une maboule sur la plage et je m'étale par terre. Je m'étale avant l'arrivée du bateau. Je m'étale et je peux pas me relever. Et je pleure, quoi. J'ai tellement mal. Et donc là, les gens, ils viennent m'aider. J'ai honte parce qu'en fait, le bateau arrive et les gens ont plus besoin d'eux que moi. Mais bon, ils sont là, tout peinés parce que je suis tombée, à m'aider, à me porter. C'est ridicule. J'en ai une autre. C'était en 2021 à Beyrouth. Je fais un reportage sur le 1 an après l'explosion qui a eu lieu dans le port de Beyrouth pour Paris Match. Je veux raconter le contraste de cette société libanaise qui fait face à une crise sans précédent économique et aussi la diaspora qui rentre, qui fait la fête, qui a du coup de l'argent. Parce que si les gens sont payés en devises, on est riche en fait au Liban, alors que les gens qui ont leur salaire en livres libanaises ont tout perdu. Vraiment, littéralement tout perdu. Je galère un peu parce que c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas trop montrer. Je commence à aller dans une boîte de nuit avec ma fixeuse. Ils voient tout de suite mon appareil photo. Bon, je me fais jeter. Il est tard, on a bossé depuis une semaine. On traverse Beyrouth, on est épuisé. Et puis là, on trouve un spot de ouf. Genre extérieur, dernier étage, vue sur le port, vue sur Beyrouth la nuit, des gens qui dansent et tout, la fête et tout. Spot de ma boule. Je commence à faire mes photos. Et en fait, je n'ai pas de carte mémoire. Et là, le drame, toutes ces heures de travail pour rien, j'avais pas une photo. Et en fait, rentrer à l'hôtel et revenir. L'endroit, c'était un restaurant festif. Il fermait à 2h, quoi, en fait. Donc voilà, c'était l'échec de ma soirée. Je n'ai pas eu de photo. Donc j'ai pas fait la photo. Et le lendemain, j'entre en France. Donc c'était l'échec total. J'étais dégoûtée. C'était la photo, franchement, par ailleurs. Mais elle n'existe pas. Je m'appelle Olivier Jobard. L'erreur la plus grave que j'ai commise, c'était en 92, donc j'avais 22 ans. Et donc j'étais jeune et j'ai failli me faire d'ailleurs virer de SIPA suite à ça. C'est qu'on m'avait envoyé pour photographier les camps de prisonniers bosniaques en Serbie, à Ternopolier. Donc il y a une petite ouverture, en fait, les Serbes avaient accepté en fait de montrer les prisonniers qu'ils avaient. Et c'était des images très importantes parce que les prisonniers en fait vivaient dans des conditions dramatiques. On avait appelé ça des camps de concentration des Serbes à l'époque. D'ailleurs, plusieurs commandants qui géraient ces camps ont été après condamnés et jugés à La Haye pour crimes de guerre. Comme c'était de l'actualité et qu'il fallait que je ramène vite mes photos sur Paris et que je devais rester pour couvrir les événements sur place,
je décide avec SIPA de faire un passager. On appelait ça faire un passager à l'époque. Donc on envoyait nos rouleaux de films négatifs pas développés à un passager d'un avion qui retrouve de l'autre côté, une fois qu'il arrive à Paris, un motard de l'agence qui vient récupérer l'enveloppe avec les films. Il n'y avait plus d'aéroport en fait en Serbie qui marchait, ni dans l'ex-Yougoslavie, et donc il fallait que j'aille en Bulgarie, à Sofia, pour faire un passager à l'aéroport de Sofia. Donc il y avait, 5-6 heures de route, mais ce que j'avais mal calculé, c'était le changement d'horaire. Il y avait 1 ou 2 heures de décalage que j'avais oublié. Et donc au lieu d'arriver en avance à l'aéroport pour cet avion qui partait pour Paris, je suis arrivé un petit peu à la bourre. Et donc du coup j'ai fait un passager, donc j'ai trouvé un passager, mais j'ai pas eu le choix entre plusieurs passagers. Faire un passager, c'est une vraie science. Il faut trouver la personne de confiance, il faut rapidement le mettre en confiance pour lui permettre de lui passer justement nos films. C'est des films, évidemment, on peut pas ouvrir les boîtes des films parce que c'est sensible, donc même s'il y avait de la coke dedans, il faut que la personne nous fasse confiance. C'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes dans le stress justement au moment où les gens enregistrent leur bagage. Et donc je donne mon enveloppe, j'appelle l'agence en disant voilà, c'était une jeune femme, une bulgare, elle s'appelle Untel, et donc elle vous remettra les films. Et en fait, SIPA me rappelle 2-3 heures après en disant ton passager, on l'a pas vu, personne n'est venu donner l'enveloppe au motard. Je crois qu'il n'y avait pas de téléphone, j'avais juste le nom. Et donc ces photos que j'ai faites n'ont jamais, en tout cas je ne les ai jamais vues. Je ne sais pas si elles existent, je ne sais pas si cette jeune femme a jeté mon enveloppe dans la poubelle avant de prendre l'avion. Je ne sais pas si elle l'a développée, mais en tout cas n'a jamais vu les films. Et donc ça a été le plus gros couac de ma vie professionnelle. Adrienne, surprenant. J'en ai une, mais je sais pas si elle est drôle ou pas. J'ai manqué un exode de population en panique qui pensait que les rebelles étaient entrés à Bangui parce que j'étais dans un conteneur climatisé des Nations Unies en train d'essayer d'avoir des accès. C'est bon, c'est assez ridicule quand même. Au moment des élections en République centrafricaine, on avait réussi à avoir une réunion avec le général des casques bleus des Nations Unies pour essayer d'avoir des accès. Donc on était plusieurs journalistes qui étaient dans son petit bureau quand Twitter, WhatsApp, tout commence à s'animer. Et en fait, il y a eu une fausse alerte et les gens croyaient que les rebelles étaient rentrés en ville. Donc il y a eu, des bruits et tout, et il y a des taxis-motos qui ont commencé à transmettre la rumeur, et du coup ça s'est répandu comme feu de poudre, et du coup toute la capitale était en panique. Les militaires jetaient leurs armes et allaient se changer, les gens partaient de leur travail pour aller chercher les enfants, la famille, les trucs. Les gens marchaient des kilomètres pour se rendre jusqu'au fleuve. Et nous, on était là, coincés un peu dans le bureau. Mais en fait, on a tous manqué ce moment-là où il y avait sur le bord des routes principales de Bangui des centaines, des milliers de personnes, toute la population qui était en train de marcher. Moi, des fois, quand je rate des photos ou quand je les prends pas, je les dessine. Je mets de la petite musique et je vais passer 2 heures sur un dessin à refaire de mémoire les traits ou en basant sur la photo d'avant et la photo d'après pour remettre un peu le contexte, et je refais le moment que j'ai pas réussi à capturer. Ça me permet d'y penser lentement et ensuite de le vivre correctement. Je m'appelle Guillaume Binet. Anecdote qui peut être marrante, en Côte d'Ivoire de la fin de la guerre civile, et Guillaume Soro était retranché dans l'hôtel du Golfe à Abidjan. Et Le Monde me demande une photo de l'hôtel du Golfe. Et l'hôtel du Golfe était encerclé. Il n'y avait aucune photo, c'était pas possible. Et il y a un type de la BBC que je connaissais qui me dit « Mais si, de l'autre côté de la lagune, il y a un point de vue où on voit l'hôtel du Golfe. » Et je me dis « Bon, on me demande une photo de l'hôtel du Golfe récente. Si c'est la seule que je peux faire, je vais essayer d'aller faire celle-ci. » Et je me pointe à l'endroit qu'il m'avait indiqué. C'était un endroit quand même un peu privé. Moi, je travaillais au 35 mm. Évidemment, je voyais pas l'hôtel, je n'ai pas pu faire d'image. Je me retourne et là, il y avait 2 mecs qui me mettent en joue avec des kalachnikovs, qui m'arrêtent pour espionnage. Espionnage, à ce moment-là, à Abidjan, c'était pas top. Et je me retrouve
arrêté, donc en prison. Je sais pas du tout où. Et quelques heures après, on m'interroge et je suis sur une grande table de quelques mètres et tout mon matériel est désossé sur la table. Et un type est en face de moi avec son secrétaire qui a une machine à écrire posée sur ses genoux et qui tape assez lentement, ça dure très longtemps. Et j'ai mes 2 portables devant moi. On est le 23 décembre. J'ai mon portable local et mon portable français et mon portable français sonne et je vois le nom de ma femme. Donc je regarde le type et je lui dis... Est-ce que je peux répondre ? Moi, je savais pas où j'étais, j'avais assez peur. Espionnage, c'était vraiment pas un bon chef d'accusation. Et il me dit oui, et donc ma femme Pauline, je décroche et elle hurle dessus, elle m'engueule parce que j'avais pas donné de nouvelles depuis 24 heures, qu'on était le 23 décembre, qu'il fallait bien rentrer en France pour Noël. Et vraiment, je prends mon portable et je l'écarte de mon oreille et je me prends un savon, quoi. Et le type en face se marre. Donc j'ai été sauvé et tout ça pour une photo de merde que j'ai pas faite. Marco Longari. On est à Gaza, décembre 2012, lors de la visite de Khaled Mashal, le fondateur de Hamas, qui rentre dans les territoires palestiniens pour la première fois depuis son exil au Koweït, depuis 45 ans. Ils y vont partout. Je suis dans la voiture avec des confrères, et un confrère qui conduit. Et dans un des avenues qui amène au lieu du rallye, il y a des gens dans la rue, évidemment, et aussi des centaines des hommes armés. À un certain moment, de nulle part, 3 jeunes sortent avec des planches à surf. C'est la scène que j'attendais, une photo décalée, insolite, qui raconte l'histoire dans une façon complètement différente. Donc j'hurle dans la voiture, je demande à mon confrère qui est en train de conduire de s'arrêter tout de suite, il faut absolument que je prenne ces photos, c'est une photo extraordinaire. La lumière est parfaite, tout est parfait. Et donc je cherche mes boîtiers, ils sont sous les fonds de la voiture, et j'y rattache la ceinture où j'ai tous les sacoches avec des objectifs, les autres outils du travail, et j'attends que la voiture s'arrête, j'ouvre la porte, j'ai fait pour descendre, et je me rends pas compte qu'en fait, ma ceinture est restée attachée à un levier de la voiture. Et donc je reste pendu, j'essaye de sortir, ça coince, je peux pas bouger, je tombe par terre, et j'ai raté ma photo. Vivre le présent, être pleinement investi dans une situation où on est supposé être à distance, en observateur, ça aussi, ça peut parfois vous empêcher d'en ramener des images. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode.